taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Eliman Habib Kane. Il est le président de l'ex-Africa. C'est un plaisir encore une fois, M. Kane, de vous recevoir Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayoumar, le plaisir est partagé, donc c'est aussi pour moi un plaisir de répondre toujours à votre invitation et d'espérer que les plateaux que nous partageons soient un moment de lumière pour permettre à ce que nos auditeurs, mais aussi le peuple sénégalais puisse profiter de ces échanges. Alors, grosse réflexion, vous l'avez dit, et justement, ce sujet fait partie de vos champs de réflexion lorsqu'il est question de gouvernance, Eliman Habib Kane. Aujourd'hui, la renégociation des contrats pétroliers gaziers dans des secteurs dits stratégiques. Aujourd'hui, quand on parle de renégociation dans un contexte pareil, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, ça nous inspire d'abord le caractère qui est un caractère de droit international de la souveraineté des États, surtout à la matière concernant la gouvernance des ressources naturelles de façon générale, qui est marquée par beaucoup d'éléments liés à la gouvernance globale, mais aussi caractérisée par des asymétries qui font que les détenteurs de capitaux et effectivement les pays à revenus forts qui puissent accompagner les grandes entreprises, compagnies multinationales, tirent beaucoup plus profit de l'exploitation des ressources naturelles un peu partout dans le monde que les pays qui en disposent, qui en sont riches, mais qui ont des revenus faibles ou intermédiaires et qui sont moins organisés pour pouvoir donc tirer le maximum possible de ces ressources. Donc le Sénégal fait partie de cette catégorie de pays qui commence à développer un potentiel important en matière de ressources naturelles à exploiter, aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur des hydrocarbures, mais qui a également ses propres contraintes qui sont liées à des éléments exogènes, mais aussi des éléments intérieurs au pays. Donc, c'est-à-dire que quand je parle d'éléments exogènes, c'est le fait que dans la gouvernance globale du secteur, on ne considère pas la valeur des ressources naturelles tant qu'elles ne sont pas commercialisées. Et également, donc, à partir de là, l'importance des capitals prime sur donc le potentiel en ressources, en réserve que nous avons. Et c'est ce qui malheureusement oriente les cadres à partir desquels, les cadres types à partir desquels sont élaborés les contrats soit de concession ou bien aujourd'hui surtout de partage de production, comme c'est le cas au Sénégal sur le secteur des hydrocarbures depuis et maintenant d'ailleurs même dans le secteur minier. Alors donc ce cadre-là défavorise notre État. Et vous avez justement publié un communiqué dans lequel vous avez fait état justement d'un certain nombre de griefs à partir d'une étude approfondie de ces ressources aujourd'hui. Pour retenir quoi en définitive? Oui, vous savez, nous suivons depuis quand même longtemps ce secteur-là et nous avons toujours dénoncé cette asymétrie et la nécessité de revoir véritablement les termes de gouvernance du secteur parce qu'il y a des inégalités et des déséquilibres. Concrètement. Alors, donc ces déséquilibres-là, c'est d'abord qu'en matière de rente, nous ne profitons pas véritablement. Donc les modélisations qui ont été faites depuis nous montrent qu'effectivement la part que nous tirons en termes de ressources, elle est minime.
Et également, on se rend compte qu'effectivement, en même temps, il y a des risques énormes en termes liés aux externalités négatives, aussi bien sur la dégradation de l'environnement, donc nos préoccupations de développement durable, mais également sur les moyens d'existence d'autres secteurs économiques qui sont menacés par l'arrivée de ce nouveau secteur extractif. Et donc, nous avons beaucoup travaillé sur ça, nous avons eu des positions et orienté surtout vers le suivi de ces externalités et surtout des impacts environnementaux et sociaux. Concrètement. Oui. Concrètement, ça, c'est quoi? C'est-à-dire on est arrivé à faire l'état des lieux suite aux études d'impact environnemental et social, précisément sur le projet GTA sur lequel nous avons beaucoup plus travaillé, donc au nord, qui est un projet offshore, a montré que le projet est arrivé ici à un moment où nous avons un écosystème marin qui est riche, qui est poissonneux, etc. Donc ça, il est important de le constater dès le départ dans la situation de référence. Tenir compte. Voilà. Donc maintenant, ça permet à partir de là d'évaluer comment ça va progresser avec donc le démarrage de l'exploitation. Donc ce qui est déjà constaté, c'est qu'effectivement, il y a déjà des impacts sur le secteur de la pêche qui cohabitent avec ce nouveau secteur, avec des limitations par rapport à l'accès aux zones poissonneuses où les pêcheurs allaient souvent, voilà, qui amènent un peu d'autres implications, qu'ils sont obligés d'aller plus loin, d'aller vers les côtes mauritaniennes avec tous les problèmes qu'on a, et donc il faut des solutions à cela. Et donc également aussi, on se rend compte qu'il y a d'autres types d'impacts, sur l'économie locale, sur la société, sur la cherté de la vie, etc., qui ne sont pas prises en compte. Parce que, voyez-vous, Bayoumar, dans le projet GTA, par exemple, c'est là où, si vous voyez un peu la situation de référence qui est faite régulièrement par les rapports de l'ITIE, où il n'y a presque pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation sociale obligatoire. C'est-à-dire, vous voyez les rapports ITIE, vous allez voir que dans les obligations sociales obligatoires, il y a 0 franc que l'entreprise doit investir au niveau des communautés. Donc, tout ce qui se fait jusqu'à présent, et relève de la volonté de l'entreprise, c'est-à-dire de la RSE. Ça, c'est problématique. C'est déjà un problème qui a été donc identifié. Et donc, on appelle à la considération de cette situation-là, mais aussi surtout à la mise en place de mécanismes durables qui puissent permettre que cette cohabitation imposée ne soit pas source d'extinction de d'autres secteurs économiques comme la pêche, mais devrait plutôt aider à moderniser ce secteur-là et puis toute la chaîne de valeur qui est liée à ça. Donc voilà, par exemple, en ce qui concerne le cas spécifique de GTA à Saint-Louis, là où nous en sommes, et nous faisons des propositions pour que ces mécanismes puissent être mis en place. Et corrigés au besoin. Alors, de ce point de vue, est-ce que vous comprenez alors, dès lors, la volonté des nouvelles autorités de reprendre les actifs dans certains contrats, par exemple? On comprend, et moi je suis en phase avec cette vision d'avoir une maîtrise sur nos ressources et de leur planification et de comment les développer. Parce qu'on l'a fini de le constater, effectivement, la situation actuelle des rapports déséquilibrés ne nous permet pas de profiter de nos ressources alors que nous en encourons des impacts qui peuvent nous être fatals. Alors donc, sur ce plan-là, je pense que la vision elle est bonne. Et cette vision-là, il faut maintenant la mettre en œuvre. C'est là où il y a la difficulté. Parce que nous sommes déjà dans un cadre qui est très verrouillé en termes de droit international et également en termes de framework, de cadre logique de référence par lesquels ces contrats sont élaborés. Et donc, compte tenu du constat que nous ne gagnons pas beaucoup et que nous risquons de perdre, cette vision de souveraineté sur les ressources naturelles, elle est importante, mais elle nécessite un travail à l'interne d'abord pour voir ce qui est possible de faire aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, mais également d'aller au-delà pour se projeter sur la gouvernance mondiale, comment nous pouvons challenger les rapports actuels pour que ça puisse changer.
Parce que à ce niveau-là, il y a aussi des considérations géostratégiques. Tout le monde sait que la question de l'énergie est centrale par rapport au rapport géostratégique. Et tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on va y arriver peut-être, tourne autour de ça, de la maîtrise et du contrôle de ces ressources. Nous, au Sénégal, l'avantage que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas encore un pays carrément pétrolier, gazier, où il y a des ressources importantes. Donc nous ne sommes pas encore exposés par rapport à ces mécanismes géostratégiques. Sinon, voyez-vous, on courrait les mêmes risques que le Venezuela, où on est allé prendre le président, que l'Iran aujourd'hui qui est attaqué, qu'avant Kadhafi a été attaqué en Libye, et également à l'Irak et un peu partout. Ouais, on n'est pas encore à ce niveau. Donc nous avons encore la possibilité de nous organiser, de nous structurer et de nous protéger pour pouvoir véritablement faire évoluer cela. Et c'est pour cela que d'ailleurs, dans cette vision, moi je me réjouis d'ailleurs du fait qu'on revienne sur certains contrats. Oui, allons-y au cas par cas, de façon séquencée. Oui, par exemple, le contrat GTA. GTA c'était déjà calé. Oui. Bon, il faut dire que les autorités, le bloc surtout Yakar Teranga, moi je suis satisfait. Je l'étais, et même quand BP avait annoncé son départ, c'était déjà en 2023, je dis ça c'est une bonne chose. Et ensuite même Cosmos aussi qui part. À l'époque vous aviez beaucoup alerté. Oui. Oui, aujourd'hui que l'État parle de résiliation du contrat bloc Teranga, aujourd'hui, quelle en est la teneur réellement et qu'est-ce que cela devrait rapporter à notre cher Sénégal? Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand les partenaires décident de partir, l'État effectivement use de son droit de préemption. C'est-à-dire, l'État n'est pas obligé de dire oui, je vais courir un peu partout, parce que c'était ça d'ailleurs, parce qu'il y avait une campagne même pour vendre d'autres trucs et chercher des partenaires. Je vais courir aller chercher d'autres partenaires et puis accepter des contrats dans des conditions encore défavorables. Mais le fait que je dire que, ok, je reprends le contrôle sur donc un projet qui est quand même déjà un projet. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu la décision finale d'investissement, mais tout est calé, etc. Il reste que donc l'exploitation. Donc on sait ce qu'on a dans ce projet Yakar. Il y a beaucoup de gaz. Et effectivement, le Sénégal a eu très tôt une posture claire, même avec Macky Sall, là, parce que c'est ce qui a surtout fait renoncer BP d'abord et ensuite Cosmos, parce qu'il y avait une option claire pour que Yakar Teranga, comme son nom l'indique, puisse être Sunu Yakar dans le secteur. C'est-à-dire que le gaz puisse être utilisé pour que nous puissions régler nos problèmes d'électricité, donc énergétique de façon générale, mais également pour que nous puissions rendre notre industrie compétitive, parce que tout dépend donc de la maîtrise des coûts de l'énergie. Donc ce gaz, s'il est utilisé par nous-mêmes d'abord pour notre propre production et notre propre industrialisation, alors ça c'est à notre avantage. Je pense que ça c'était l'option pour Yakar Teranga, et donc les gouvernants sont restés quand même fermes sur ça, même avant que maintenant aussi si les nouvelles autorités insistent sur cela. Pour moi c'est une bonne chose et il faut l'accompagner. L'accompagner, c'est-à-dire qu'il faut effectivement être ingénieur, voir quels sont en termes d'ingénierie financière, comment nous pouvons faire pour mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir investir. Parce que ce qui nous manque dans cette asymétrie dont je parlais, ce qui nous manque, nous, c'est de pouvoir facilement mobiliser des capitaux. Les autres le font plus facilement. Mais également, c'est la technologie. La technologie et surtout la technologie durable qui puisse permettre d'exploiter ces ressources en limitant les dégâts sur l'environnement. Et donc, ça, c'est à ce niveau-là, effectivement, que nous devons beaucoup travailler, réfléchir pour reprendre en main le projet Yakar Teranga, qui était devenu un projet crucial. En quoi? Dans notre mix énergétique. Parce que le problème de fond, c'est ça, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est le coût de l'électricité. Moi, je le disais, je dis que tout ce qu'on dit dans le secteur pétrole-gaz, la rente et tout ça, c'est pas ce qui est plus important, parce que les dispositions dans lesquelles nous sommes ne nous permettent pas de les maximiser. Mais au moins, ce qu'on peut faire dans l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, c'est d'avoir un impact direct sur le coût de la vie à travers l'énergie,
à travers effectivement de façon générale l'électricité, le carburant, donc à la pompe, etc. C'est là où il y a un impact qui est ressenti véritablement par les populations. Oui. Et donc c'est la stratégie, effectivement, elle est à ce niveau-là. Sur GTA aussi, je pense que les nouvelles autorités essaient d'avoir plus que ce qui a été prévu. Il y a déjà, il y a déjà ce qui est prévu, c'est connu pour les États Sénégal et Mauritanie. Maintenant, il y a des défis par rapport à la mobilisation de ces ressources. Où en est-on avec sa mise en valeur? Voilà, il faut d'abord pouvoir transporter cela pour pouvoir le transformer. Et vous, comme vous le savez, et je pense que c'est sur le réseau gazier sénégalais qu'il faut toujours, surtout avancer pour que le gaz disponible en haute mer puisse être transporté par des gazoducs ou à mettre en place. Et je pense qu'il y a des projets qui ont démarré. Il y a des défis à ce niveau, frontalier même. Oui, mais je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que le Sénégal et la Mauritanie s'entendent sur l'essentiel. Et le projet tel qu'il a été monté dès le début a évité d'avoir de ce type de problème-là. On se dit que c'est des ressources qu'on partage 50-50. Jusqu'à présent, la gouvernance ne pose pas de problème. Non, sur ce plan-là, je pense que nous devons toucher du bois parce que ça aurait pu être le contraire. Et donc, ça pourrait nous créer d'autres types de problèmes à gérer sur le plan sécuritaire lié à une entente des deux parties par rapport à ça. Abikane, est-ce que le Sénégal est suffisamment préparé pour tirer profit justement des revenus du gaz? Non, je te dis non, et ça je l'ai dit depuis très longtemps. Même si on a essayé de se rattraper, on n'est pas encore prêt. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut régler d'abord. Au préalable. Oui, au préalable. Du côté surtout d'un État, comme je l'ai dit, avec les caractéristiques que j'ai définies tout à l'heure, pour pouvoir faire face à ces masses d'ondes-là. Il faut être en mesure d'avoir la capacité même de surveillance sur la production. Vous voyez ce qui s'est passé un peu partout en Afrique ici, c'était que... D'autosurveillance. Oui, d'autosurveillance. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans le joint venture, on a Petrosen qui nous représente, etc. Mais est-ce que Petrosen, nous lui avons donné suffisamment de moyens pour être totalement présent? C'est ça la question. Donc, pour les contrôles de production et autres, etc. Donc ça, c'est un enjeu technique et de présence et de moyens aussi. À régler. C'est aussi, au-delà de cet aspect-là, la maîtrise des coûts. Et vous savez, ça aussi, on avait alerté beaucoup sur ça. Et fort heureusement, un peu tardivement, peut-être, mais quand même ça s'est fait. Avant, Macky Sall avait lui-même, avec le président mauritanien, décidé de l'audit des coûts. Parce qu'on s'était dit très tôt, si on ne peut pas être en mesure de maîtriser les coûts, donc de production, d'exploitation, etc., alors on ne gagnera pas beaucoup parce que, comme vous le savez, les types de contrats que nous signons, avant de passer au partage de production, il faut d'abord donc rembourser les coûts. Et ces coûts-là, nous n'avons pas les moyens de contribuer à la mobilisation et donc ces coûts sont pris en charge par les partenaires privés. Et même parfois même les partenaires privés nous prêtent de l'argent pour qu'on puisse être à mesure de nos responsabilités, parce que sur ce projet, par exemple, on est à 20% dans le consortium. Et donc, le fait de d'abord dégager ces coûts-là, de les rembourser avant de parler de partage de produits, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quelle que soit la manne, parce que les chiffres qui sont faits sont importants, mais ce que nous gagnons, nous, c'est presque rien. Le Premier ministre est revenu sur ça, même sur les projections. Sur les 20 ans, ils ont certainement fait des modélisations sur ça. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, n'en vaut pas le coup. L'autre élément où est-ce que nous pouvons perdre beaucoup, c'est dans la fiscalité. Alors, dans la fiscalité, il ne s'agit pas seulement de mettre en place des politiques fiscales, etc., mais il s'agit d'avoir les moyens et la technologie nécessaire pour contrer les stratégies d'évitement fiscal que peuvent utiliser les grandes entreprises multinationales. Et nous le savons, dans les flux financiers illicites, beaucoup se fait dans le secteur extractif. Parce qu'ils ont ces moyens-là d'utiliser les traités bilatéraux, d'utiliser les conventions fiscales, donc pour pouvoir
donc faire le jeu qu'ils font avec leur propre succursale. Voyez-vous, par exemple, pour la commercialisation aussi, on a BP, mais pour la commercialisation de GTA, c'est une filiale de BP qui fait la commercialisation et que ça lui a été déjà vendu. Et donc, tu vois, c'est des mécanismes comme ça qui sont faits, et même à l'intérieur des prêts, c'est-à-dire de l'endettement à l'intérieur pour mobiliser des ressources pour financer sur l'exploitation des projets. À ce moment-là, c'est que véritablement les entreprises multinationales font leur marge. Et là, nous ne voyons rien du tout venir parce que nous ne sommes pas préparés à ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement, les autorités avaient dit que il allait mettre en place la formation INPG, mais j'ai l'impression que INPG, c'est surtout pour former des ingénieurs, mais il y a autre chose, il y a des compétences dont on a besoin sur l'ingénierie financière, sur, je l'ai dit, les techniques fiscales pour traquer effectivement ces stratégies d'évitement, et donc à ce niveau-là, moi je pense que nous sommes encore très faibles. Et donc, y a-t-il alors à ce niveau nécessité de prendre des mesures pour garantir une meilleure transparence et une gestion durable des revenus issus, par exemple, du GTA? Moi, je pense que, et ça aussi, c'est quelque chose que nous avons avancé très tôt, et même orienté nos recherches sur ça, c'est une gouvernance d'abord démocratique, donc inclusive, et transparente du secteur qui peut sauver nos États. Aussi bien par rapport à leurs relations avec les mastodontes avec qui ils ont affaire, mais également par rapport à la qualité des décisions qui sont prises au niveau étatique dans la gouvernance de ce secteur. Et à ce niveau-là, on a de grands défis. On a de grands défis parce qu'un cadre démocratique qui permet, et qui permet à ce que l'expertise que nous avons dans sa diversité, mais aussi les citoyens et les populations, surtout celles qui sont directement impactées par ces opérations-là, n'est pas encore en place. Voyez-vous, il a été mis en place, par exemple, le COS Petrogaz, qui devait être ce cadre-là, et qui avait prévu de s'ouvrir même à l'opposition et à la société civile, et je dirais même d'autres acteurs, les communautés locales doivent être à ce niveau. Mais 3 fois le président de la République a annoncé la convocation du COS Petrogaz. À ce jour, ce n'est pas fait. Et également, donc, ce qui est en train de faire, même dans la négociation des contrats, je pense qu'il y a un espace qui devrait être aussi utilisé au centre de ça et qui pouvait le faciliter. C'est l'espace de transparence que nous avons, c'est l'ITIE, où nous avons déjà les entreprises qui sont là-bas, l'État qui est là-bas, la société civile qui est là-bas. Et donc, et aussi une production régulière de données sur les secteurs. Donc, qui pouvait permettre de pouvoir donc anticiper sur les termes de négociation et aussi profiter de ce climat de confiance qui existe à ce niveau parce que tout le monde y est et chacun accepte de jouer le jeu pour que les négociations puissent se faire dans des termes les plus doux possibles, mais les plus exigeants également par rapport à l'intérêt du Sénégal et des populations sénégalaises. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on attend beaucoup plus d'efforts en matière de transparence. Comme vous le voyez aujourd'hui, même en parlant de l'ITIE, effectivement, la question de la traçabilité des revenus donc du Sénégal se pose encore. Et là, la règle n'a pas été respectée. Voyez-vous, même si après on nous renvoie à d'autres documents, mais il faut une règle standard qui existe, mais qui doit être effectivement tout le temps améliorée. Donc il faut une ouverture dans la transparence, il faut un plan qui est clairement défini, qu'on puisse savoir que cette vision qui est déclinée est effectivement en train d'être mise en œuvre, mais d'être mise en œuvre au profit de l'intérêt général et de toutes les populations sénégalaises. Ce peuple-là, à qui effectivement la Constitution a dit clairement que les ressources appartiennent. Et en le disant, précise quelle est la responsabilité des pouvoirs publics pour que ce soit une réalité, mais également dit aux citoyens aussi leur devoir, donc de pouvoir donc, veiller à ce qu'il en soit ainsi. Et bien, vous rappelez que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Elimane Abi-Kane. Il est le président de l'ex-Africa aujourd'hui. Elimane, on a parlé justement des hydrocarbures. Aujourd'hui, surtout avec la cimenterie, plus de 1000 milliards de manque à gagner. Oui, quelle réflexion à ce niveau? Oui, je pense que voilà, c'est un secteur où on est en train d'avoir des avancées, mais surtout par rapport à l'exploitation de l'or.
qui commence à booster un peu nos propres exportations, à augmenter aussi la contribution du secteur en matière de finances, même si c'est encore minime, on est à moins de 5% de contribution au budget, moins de 12% de contribution aux recettes, etc. Mais ça évolue à ce niveau. Par contre, le gros scandale dans ce secteur, c'est effectivement les ICS. Les ICS et donc l'utilisation de notre phosphate de façon générale. Et parce que les types de contrats ont été des contrats qui carrément ignoraient ce qui pouvait être l'intérêt national, l'intérêt des populations dans cela. Les ICS, par exemple, qui sont à un chiffre d'affaires de, je pense, environ 350 milliards. Plus de 350 milliards, oui. Mais n'ont aussi aucune obligation sociale obligatoire. C'est extraordinaire. Absolument rien. Donc ça veut dire que les contrats ne leur imposent même pas un minimum. Là, mais c'est les contrats qui ont été mal négociés. Les ICS, par exemple. Les contrats ont été mal signés. Et effectivement, il y a eu, je ne sais pas comment les intérêts de l'État ont été royalement ignorés dans cette affaire-là. Dès le début. Dans la progression de la présence de l'État, et il faut rappeler et rendre hommage à Pierre Babacar Kama, qui à l'époque avait mis en place ce qui était devenu le fleuron de notre industrie. Mais aujourd'hui, voyez-vous, voilà, on ne fait rien absolument avec notre phosphate. Et l'acide phosphorique, qui est le deuxième produit. Même Feu Pierre a toujours été là pour défendre les intérêts. Mais absolument, à l'époque. Absolument. C'est de cela dont on a besoin, de représentants comme ça, qui sont là pour prendre en charge les intérêts des Sénégalais dans les contrats, les engagements qu'ils prennent avec des tiers. Et donc, les ICS, on l'a aussi tout le temps dénoncé. Nous aussi, on a essayé avant même que ces questions-là puissent être au devant de la scène publique. Mais les régimes précédents qui se sont entêtés dans ce type de contrat, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour un peu situer les responsabilités également à ce niveau? Oui, je pense que c'est surtout avec le pouvoir de Maître Wade que les choses ont commencé à basculer. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrivée de Indorama en 2014 aussi, alors qui n'a pas permis de remettre au centre de cette industrie qui est fleuron de notre Sénégal, de notre industrie, donc les intérêts du Sénégal. Oui. Et effectivement, je suis très content d'entendre aussi dire le Premier ministre d'ailleurs. Et ça, j'en avais discuté avant avec même le directeur de Somicène et autres, sur le modèle marocain de l'Office sérifien des phosphates. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc doit son triomphe économique à partir d'une meilleure organisation du royaume autour de son phosphate. Et donc, en commençant effectivement à dire, je développe une chaîne de valeur locale et je ne veux plus faire une exportation donc directe de ces ressources en matière première. Donc, à partir de là, développer toute une industrie autour, de la valeur ajoutée qui reste au Maroc, également, même diversifier son économie, l'agriculture qui profite des produits dérivés de tout ceci, etc. C'est ce qu'il faut faire. Et on a les possibilités de le faire. Regarde, je parlais de l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, c'est le deuxième produit d'exportation dans le secteur, mais ça va à l'extérieur. De chez nous, pour les Indiens, et ensuite, etc., comme ils veulent. Et donc, ça, c'est une hérésie. Ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Donc, il y a effectivement une urgence de reprise en main. Et effectivement, si on travaille sur toute la chaîne de valeur, jusqu'aux produits finaux, il est possible de mobiliser les ressources qui peuvent nous permettre d'exploiter la ressource et donc d'avoir une maîtrise de la chaîne de valeur. Et d'élargir aussi l'assiette fiscale. Mais absolument, effectivement, parce que là c'est notre paire de manches. C'est-à-dire que, et là aussi, on ne peut pas comprendre comment certaines décisions sont prises par nos autorités. Tu vois, c'est un ministre des Finances qui n'a même pas cette autorité, qui prend la responsabilité de faire des défenses fiscales, ou bien de signer des conventions fiscales où on perd presque tout pour ce type d'entreprise.
Ça s'est arrivé avec les ICS, avec des cimenteries ici au Sénégal. Ces questions ont été soulevées avant, mais bon, personne n'a écouté. Alors donc, je pense que ça aussi, c'est catastrophique. Donc, regardez les chiffres que font ces industries-là, qui exportent la plupart, pour ne pas dire la totalité des produits, et en part de fiscalité, ils bénéficient d'exonération. C'est pas possible. Donc, je pense qu'effectivement, ça, il s'agit de... La nécessité d'équilibrer. Ah non. Oui. Il faut équilibrer, il faut même, effectivement, prendre le contrôle de ça. Et le reste, c'est une question d'ingénierie financière pour que nous puissions mobiliser des ressources qui nous sont des ressources que nous maîtrisons également, qui ne nous mettent pas dans des circonstances de dépendance ou bien d'acceptation de partage inéquitable. Donc de la valeur créée à partir de nos propres ressources naturelles. Et en définitive, que peuvent nous valoir nos ressources aujourd'hui dans un contexte de raréfaction des ressources? Qu'est-ce que cela peut nous valoir en termes d'impact sur les populations aujourd'hui? Je pense que d'abord, les ressources sont aujourd'hui la garantie d'une souveraineté durable. Oui. Et aujourd'hui, comme vous le voyez dans le monde, juste après Covid, toutes les nations, toutes les sociétés doivent se donner leurs propres moyens de leur souveraineté. Oui. Et les moyens, ça commence par les ressources naturelles. Donc, il faut que nous pensions à comment avoir une maîtrise sur notre ressources naturelles. Maintenant, ces ressources naturelles-là qui permettent également de pouvoir développer, diversifier notre économie pour pouvoir prendre en charge les aspirations de nos populations, pour faire face aux problèmes de l'emploi des jeunes. Et ça, c'est l'industrialisation qui le permet. Quelle stratégie pour concilier souveraineté en rapport avec nos ressources? Quelle stratégie? Oui, mais je pense que c'est d'abord la vision qui est montrée aujourd'hui, qu'il faut saluer et renforcer, effectivement. Et maintenant, ensuite, il faut les stratégies, comme je l'ai dit, qu'il faut mettre en place pour pouvoir financer nous-mêmes l'exploitation de ces ressources-là, ou bien aller vers des contrats beaucoup plus équitables. Donc, au moins pour cela. C'est d'abord ça. Ensuite, il faut le lier avec toutes nos stratégies. Et heureusement, c'est ça d'ailleurs, parce que dans la vision 2050, les ressources naturelles font partie des leviers qui doivent permettre d'atteindre l'accès 1, donc de la croissance et autres, etc. Mais donc, c'est sur ça qu'il faut se concentrer et travailler sérieusement. Les leviers de financement, c'est ça la bonne question aussi qu'il faut se poser. Parce que, voilà, ce que les autres font facilement, alors nous devons être en mesure de le faire. Je vous donne un exemple. Regardez, dans le secteur pétrolier gazier, un Franck Timis est entré dedans, de façon indue d'ailleurs, mais c'est celui-là qui aujourd'hui est en train de vivre des fruits de la valeur créée et qui n'a absolument rien fait. Et qui a fait du recel en vendant ses parts. Il a profité de sa proximité avec les autorités de c'est encore les faiblesses de nos représentants. Effectivement. Donc, tu vois, donc ce qu'il a fait, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Aller trouver des partenaires, aller trouver des investissements, parce que nous avons suffisamment d'ingénieurs financiers à mobiliser pour faire ce travail nous-mêmes. Je pense que c'est à ce niveau. À ce niveau, désormais, comment attirer les investisseurs et justement tirer profit pour les populations? Ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, l'attitude du gouvernement ne manque pas de risques aussi. C'est pour cela que le gouvernement doit faire beaucoup attention sur la communication qu'il doit faire sur cette vision de souveraineté, de contrôle des ressources. Parce que dans ce monde-là, inéluctablement, le gouvernement va travailler avec des partenaires. C'est clair. Voyez-vous? Et donc, il n'est pas bon, dans ce climat des affaires, et donc de bon comportement sur le marché, d'avoir des postures vindicatives. Il faut plutôt des discours d'apaisement rassurants, c'est-à-dire la diplomatie douce, c'est-à-dire on met au devant ses propres intérêts, mais sans pour autant menacer. Parce que quand on menace, tout le monde se détourne. Les gens vont voir ailleurs. Ils vont dire, bon là, c'est pas sûr, il y a un risque pays qui se détériore parce qu'on ne sait pas un peu ce qu'ils veulent. Est-ce que... Bon, voilà. Donc ça décourage.
Et ça limite les possibilités de partenariat de notre État, même dans sa vision. Voyez-vous? Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir une bonne maîtrise de la communication qu'il faut faire. C'est essentiel. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que reçoit Eliman Habib Kane, il est le président de l'ex-Africa sur les enjeux stratégiques. Le monde aujourd'hui s'affole avec ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Tout est centré autour de l'énergie. La question de la dimension économique du conflit n'épargne plus aucun pays dans ce monde en pleine mutation. Quelle lecture faites-vous directement de cette situation du Moyen-Orient, mais qui a des impacts aussi dans le monde entier? Oui, tu sais, ça a été une préoccupation historique, disons. D'ailleurs, si les choses ont évolué, c'est dû à ça. Bon, quand l'Indonésie s'est mise à inventer les quotas de patates de production, c'était pour mieux profiter de cela. Mais aujourd'hui, cette menace est beaucoup plus prégnante, vu le profil des dirigeants que nous avons aujourd'hui à la tête des puissances. Regardez ce qui se passe à partir des États-Unis, en connivence avec Israël, etc. Les comportements même de Poutine à la tête de l'Union soviétique, et c'est vrai, la Chine à côté. Donc, l'affaire se joue dans les rapports de force entre ces puissances-là, qui aujourd'hui, c'est vrai, sont devenues c'est multipolaire, mais les menaces sont présentes. Voyez-vous ce que les Américains font? Venezuela faisait partie des pays qui résistaient encore une fois à cette emprise, à cette domination donc américaine sur l'exploitation des ressources. Ils ont utilisé les méthodes fortes, carrément enlever le pouvoir et puis maintenant aller directement dans l'exploitation de leurs ressources. C'est ce qui se fait ailleurs. Le positionnement dans des zones qui sont annoncées aujourd'hui par Donald Trump vont dans ce sens-là du contrôle donc des sources d'énergie dans le monde. Et donc effectivement les crises qui sont créées à partir de ça maintenant ont des impacts. Ont des impacts et nous les plus faibles, avec le baril qui frôle les $100. Oui, nous sommes ceux qui allons en pâtir parce que nous avons encore une comment dirais-je, dépendance forte en matière d'importation donc de ressources premières sur l'énergie et autres, etc. Vous avez vu, il y a même des annonces qui disent attention, ça risque d'avoir des ruptures. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du détroit là-bas, en l'Inde, d'Osmose, où effectivement, où l'Iran donc effectivement l'utilise dans sa guerre contre les États-Unis et Israël, avec plus de 6000 bateaux qui sont aujourd'hui stationnés à ce niveau-là, d'autres qui sont même attaqués. Donc, ça a des impacts sur le marché, sur l'approvisionnement du marché. Et ça, c'est ce qui également favorise comment dirais-je, cette fluctuation. Elle existait déjà, mais c'est des situations de crise comme ça qui peuvent amener donc l'inflation des prix. De jour en jour, au point que le Hamas demande finalement à l'Iran d'épargner les pays du Golfe. Là, il y a quand même problème. C'est là que la diplomatie économique rattrape les crises. C'était comme quand il y avait eu Covid également, que même notre président était obligé d'aller voir avec la guerre avec l'Ukraine. Donc voilà, pour les céréales, parce que tout ça est lié. Donc, l'économie est globalement liée comme ça. Donc, s'il y a des conflits quelque part, ça se répercute sur toute la chaîne de distribution, sur l'économie de façon générale. Donc, effectivement, les alliés de l'Iran vont se préoccuper de leur approvisionnement. Même si vous voyez le jeu de la France autour de tout ça, qui veut pas prendre une position avec ses anciens alliés, parce que la France a ses intérêts. Et ces intérêts passent par le comportement de l'Iran aussi et de comment les choses vont se développer à ce niveau-là. Et donc, c'est ça, c'est le jeu d'intérêt. Et l'intérêt final, c'est quoi? C'est effectivement que l'économie puisse fonctionner et que de la valeur puisse continuer à être créée et quelque part pour que les pouvoirs publics puissent se maintenir parce qu'ils doivent assurer l'approvisionnement en denrées et autres, etc. à leur population. Si aujourd'hui on a des ruptures, ou bien on n'a pas suffisamment de ressources pour payer
la quantité nécessaire en matière d'hydrocarbures pour pouvoir produire notre électricité, des problèmes sociaux vont survenir. Donc voilà, tout est lié et je pense que c'est assez... Malgré cette dimension résiliente de nos populations, il y a encore à se préparer par rapport à des crises certainement très proches qui risquent de survenir. Mais je dis que dans le monde actuel, comment les choses évoluent, tout le monde, chacun doit se préparer au pire. Parce qu'aujourd'hui, les moyens de régulation internationale ne fonctionnent plus. Voyez-vous, le droit international est foulé au pied. Les États-Unis ignorent carrément l'ONU pour entrer en guerre contre qui que ce soit. Et ensuite, voyez-vous, les gens sont impuissants par rapport à ces dérives-là. Et donc, aujourd'hui, nul n'est à l'abri. Quelle posture pour l'Afrique, les pays comme les nôtres? C'est cette posture-là qu'on aurait dû prendre depuis très tôt. Et j'ai l'habitude de le dire, jusqu'à présent, Cheikh Anta Diop a raison sur nous. Cette Afrique-là doit suivre la voie de l'unité, la voie de l'intégration, la voie d'une force. Parce que l'Afrique en elle-même, unie, constitue une force qui a un marché intérieur qui peut lui permettre de développer sa production interne locale. Donc aujourd'hui, je pense que dans ce contexte-là, l'Afrique a plus intérêt que quiconque sur le plan stratégique de travailler à son intégration économique et politique. Et donc de pouvoir compter sur elle-même, de constituer cette force, cette puissance démographique déjà, mais agraire en termes de terre qu'il y a sur tout le continent, mais également de diversité climatique qui nous permet de pouvoir donc développer toute forme de produits pour satisfaire les besoins de nos populations. Je crois qu'aujourd'hui, on a intérêt à avoir un agenda clair, précis, mais qu'il faut dérouler de façon urgente. Et pour cela, on a besoin quand même de leadership, ce qui manque aujourd'hui. De leadership politique. On a besoin encore des gens comme à l'époque Kwame Nkrumah qui pouvaient aller taper partout aux portes pour dire venez, venez, on a intérêt à nous unir ou bien nous allons périr. Et effectivement, ils ont eu raison sur nous. Donc aujourd'hui, on a besoin de leaders de la dimension même de Abdoulaye Wade dans sa dimension panafricaniste parce que c'est parce qu'il y avait eu Abdoulaye Wade, Kadhafi, Thabo Mbeki et Bouteflika qu'on est arrivé à l'Union africaine, qui était un pas, mais qui n'a pas achevé le projet d'intégration. Donc aujourd'hui, nous en réclamons, nous en demandons, nous devons produire de nouveaux leaders panafricains qui ont cette intelligence et cette perspicacité qui permettent de dire que aujourd'hui, pour avoir notre salut dans ce monde déréglé, totalement déréglé, avec des monstres donc qui se présentent, nous devons construire l'unité africaine sur le plan politique et économique. Avoir des politiques, des stratégies publiques claires, surtout pour la transformation de nos ressources. Parce que ce dont on nous parle d'ailleurs, une des faiblesses du continent africain, c'est que le continent africain ne maîtrise pas la planification de l'exploitation de ses ressources naturelles. Et justement, en amont, commencer d'abord par assurer notre souveraineté. Quand je parle de souveraineté, je fais allusion à l'autosuffisance en riz, l'autosuffisance en énergie. De ce point de vue, la dynamique devrait passer par là. Absolument. Donc la logique, elle est agricole, elle est agraire, ensuite énergétique, parce que c'est à la base c'est l'agriculture qui doit nous aider à régler le problème de l'autosuffisance alimentaire, mais cette agriculture pour y arriver doit être industrialisée et pour cela il faut de l'énergie et l'énergie peut permettre également de pouvoir développer d'autres secteurs économiques et pour pouvoir assurer de façon durable cette autosuffisance alimentaire. Donc c'est là les politiques prioritaires sur lesquelles nous devons véritablement travailler. Et en parlant d'énergie aussi, Omar, tu nous permettra, parce qu'il faut surtout aussi exploiter un potentiel énorme que nous avons, mais sur laquelle, pour moi, par défaut de recherche fondamentale et opérationnelle souveraine, nous sommes encore en retard, alors que c'est ça l'avenir de ce monde, ce sont les énergies renouvelables. Le soleil que nous avons ici, l'eau que nous avons, encore, je reviens sur les travaux de Cheikh Anta. Mais pourquoi peine-t-on à justement valoriser ces énergies renouvelables? Mais pour moi, c'est un problème d'organisation politique, tout simplement. C'est lié à ce qu'on vient de dire.
si on arrivait au niveau d'avoir une Union africaine forte, où on priorise cette dimension donc énergétique, qu'on puisse exploiter, planifier nous-mêmes, exploiter nos ressources, qu'on puisse les ressources, donc l'eau que nous avons, comment dirais-je, le soleil que nous avons, la biomasse et autres, etc. Donc l'énergie biologique qui est liée à une agroécologie qu'il faut développer. Et donc je pense que si nous travaillons sérieusement sur ça et nous en faisons une priorité, ce qui me fait penser en disant ça, que Dieu honore son âme, professeur Moussa Seck, avec son projet Agraria, qui avait un produit carrément, et qui avait fait le travail scientifique nécessaire pour montrer comment dans différentes zones en Afrique, on a des conditions climatiques qui nous permettent de produire tout ce que nous voulons et à toute saison et d'être autosuffisants. C'est ça le travail qu'il faut faire. Il avait décliné cette vision dans Objection personnelle, n'est-ce pas? Comme vous l'avez Absolument. dit, très en avance sur ces questions. Mais, et de ce point de vue, avec même un besoin d'employabilité énorme, dans un contexte démographique où les jeunes, justement, occupent la plus grande partie en termes de chômage, c'était vraiment une opportunité. Mais il n'y a pas de secret. Oui. Il faut produire. Et la production, elle part de nos ressources naturelles disponibles qui sont là. Et la formation pour avoir donc une qualité de ressources humaines. Et puis voilà. Donc, le financement n'est même pas le vrai problème. Parce qu'effectivement, si nous arrivons dans cette perspective-là, on peut facilement utiliser les leviers de financement endogènes, autonomes, à travers le levier monétaire. Ce qui est possible. Mais voilà, donc je pense que tout ceci nous ramène à cette nécessité d'un leadership qui intègre l'Afrique, d'un leadership qui développe des politiques économiques harmonisées en Afrique et interconnectées. Et je pense que c'est à ce niveau que nous sommes. Et ça, pour moi, j'invite même notre président de la République. Nous n'avons pas manqué d'ailleurs de faire des propositions à travers ces conseils, mais qui restent lettres mortes, pour se mobiliser par rapport à un leadership panafricain qu'il faut avoir, qui commence effectivement par la sous-région, mais au-delà. Mais c'est le travail qu'il faut faire. Mais si on reste sur des contingences, et que dans ces contingences-là, qui nous donnent des contraintes qui nous permettent aujourd'hui même d'investir difficilement sur nos propres économies et relancer notre économie, et qu'avec cela, on y ajoute alors des problèmes politiques de lutte de pouvoir, non, on va s'enliser. On va s'enliser. Et donc, il est temps quand même de se ressaisir, de sortir de ces contraintes-là, de développer des énergies à côté qui seront uniquement orienté vers ces pistes de solutions et de faire la part des choses avec comment dirais-je, le truc politico-politicien là, qui ne doit pas véritablement nous gêner sur ces aspects. Mais justement des questions profondes dans un contexte assez pénible, pour ne pas dire incertain aujourd'hui, Elimane Habikane, la grosse problématique de la dette. Oui. Aujourd'hui, vous avez justement la difficulté de trouver des financements parce qu'il y a une raréfaction aussi des ressources au plan international. Quelle solution pour un pays comme le Sénégal dans un contexte aussi instable? Oui, je faisais allusion à ça en parlant des contraintes. Aujourd'hui, effectivement, c'est la dette qui est la contrainte majeure, mais que nous devons essayer de dépasser rapidement parce que finalement, cette dette, effectivement, elle a un caractère odieux. Et donc, nous devons faire le travail pour que cette dette-là soit quand même révisée, selon les termes de l'éthique, tout simplement, et voir comment nous pouvons respirer sur ce plan-là. Et donc, il y a aussi qu'il ne faut pas que nous allons en engrenage dans cette dette. Et l'engrenage, c'est quoi? Pour moi, c'est l'option qui est prise d'ailleurs, de sous-tendre la soutenabilité de la dette à l'effet Ponzi, donc du sur le bouki, et en utilisant des produits sur le marché qui sont excessivement chers,
par rapport à ce qui nous permettait certains types de produits qui, même si on les accole à une mainmise étrangère, mais nous devons trouver nous-mêmes les moyens de rediscuter tout cela, de partager les responsabilités avec les autres partenaires pour alléger les programmes dans lesquels nous pouvons nous entrer, pour continuer, parce qu'on aura toujours besoin de s'endetter, mais de le faire à un moindre coût, pour ne pas s'enliser. Autrement, il n'y aura pas de niche pour investir. Absolument. Si on ne fait pas ça, on ne va pas respirer pour pouvoir mobiliser des ressources dans la relance économique. Alors que si tu ne relances pas l'économie, tu vas rester dans ce cercle vicieux-là et finalement, tu vas t'arrêter. Et ça, c'est inimaginable. Donc, je pense qu'effectivement, il faut aujourd'hui des solutions pragmatiques qui nous imposent certaines discussions avec des partenaires qui peuvent au moins alléger l'encours de la dette. Également, voir ce qu'on peut négocier comme dette à aussi alléger carrément, mais également des ententes bilatérales qui doivent se faire avec certains pays qui ont une présence importante sur notre dette. On ne peut pas ignorer la France dans cela, on ne peut pas ignorer la Chine dans cela. Et donc, il faut vraiment le bâton de la négociation en douceur, mais en même temps réfléchir surtout et oser surtout les mécanismes endogènes et innovants, comme le levier monétaire. Le modèle économique très extraverti. Quel modèle économique dans un tel contexte? Mais voilà, la photographie du niveau d'extraversion de notre économie est notre premier miroir qui nous dit c'est pas bon. Il faut renverser. Il faut renverser, et pour renverser, il faut produire localement, il faut maîtriser nos propres ressources, etc. Donc c'est ça. Donc le modèle, il doit être un modèle endogène. Et je pense que c'est à cela que les gens appellent. Maintenant, dans les faits, il faut construire ce modèle et le rendre solide. Donc il faut diminuer tous les facteurs d'extraversion. Comme on dit, développer les politiques substituer import, etc. Ce qu'on importait, comment on va faire pour les produire nous-mêmes ici sur place? C'est par ça qu'il faut commencer. Il nous revient du terrain. Il y a travaillé surtout sur les questions de gouvernance. Il a été question de la renégociation des contrats dans des secteurs dits stratégiques. La réflexion a abouti à une inclusion de notre économie, mais également réfléchir encore davantage, parce qu'aujourd'hui, le débat, Elimane Habib Kane, économique, politique. Il est économique, mais il est encore très politique pour l'Afrique. Et quand je dis politique, je parle d'intégration politique. Oui, parce que l'économie, finalement, c'est une affaire de comportement. C'est une affaire de comportement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le débat, il est humain. Il est dans les attitudes, les comportements. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, notre défi, il est fondamentalement comportemental. Omar, ce sont les hommes qui font avancer les choses. Ce sont les hommes qui déterminent la qualité des choses, la qualité même de leurs propres faits. Donc, il ne faut pas qu'on oublie cette dimension-là d'éducation. Il faut qu'on éduque nos peuples. Il faut qu'on leur donne les valeurs essentielles pour en faire de véritables patriotes, imbus de l'éthique de responsabilité, mais également avec un esprit de travailleur. Il faut que nos jeunes acceptent de quitter la facilité des villes, etc., où effectivement ils s'enferment sur toute possibilité ou opportunité laborieuse qui puisse exister, pour aller investir les domaines qui ne le sont pas encore, mais qui sont vierges. Le domaine de l'agriculture, on en parle beaucoup, mais il ne suffit pas d'en parler pour régler le problème. Il faut agir. Il faut qu'on ait de sérieux programmes, de petits projets où on va en masse, les jeunes aller s'activer dans l'agriculture, qu'ils aient l'accompagnement qu'il faut, l'encadrement, qu'il soit un encadrement d'abord transparent, c'est important.
enlever tout ce qui est du domaine de comment dirais-je, de clientélisme politique, de tout ça là. Si tu es avec moi, on y va. Si tu n'es pas avec moi, tu ne te considères pas comme Sénégalais. Voilà, ça aussi, ça revient à nos comportements. C'est parce que ça, c'est un aspect nodal sur lequel nous devons véritablement travailler et de façon ouverte. Le travail, tout autour du travail, oui, qui éloignerait 3 grands mots, MAUX, la nuit, le vice et le besoin. Absolument. Merci beaucoup, Eliman Habib Kane. Il était notre invité, le président de l'ex-Africa. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente suite sur la 98.5. Gardez l'écoute dans une poignée de secondes. Ce sera au tour de Eladji Malick Ndiaye et son invité cette fois-ci dans le cadre de Dianobi. Un grand merci à l'équipe digitale. Au revoir, à dimanche prochain pour une autre émission avec un autre invité. Merci. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé